Chapitre 1, la disparition. Léon Bell s'était toujours vanté d'être un homme qui contrôlait son environnement. À 38 ans, il avait créé une entreprise de construction prospère à partir de rien, transformant des terrains abandonnés de Pine Ridge en complexes résidentiels de luxe. Ses mains calleuses et ses yeux gris acier trahissaient un homme qui s'était tiré de la pauvreté, sans jamais oublier la faim qui lui avait fait mal au ventre enfant. Mais contrôler ne signifiait rien quand son fils de 6 ans disparaissait sans laisser de traces. Kenny Bell avait disparu un mardi matin alors qu'il jouait dans le jardin de leur immense ranch. Dixie, la femme de Léon depuis 8 ans, affirmait n'être entrée que 5 minutes pour répondre à un appel téléphonique. À son retour, Kenny avait disparu. Aucun signe de lutte, aucun témoin, rien que ses jouets de bac à sable abandonnés et une porte laissée grande ouverte. Le premier réflexe de Léon avait été de saccager la ville planche par planche jusqu'à ce qu'il retrouve son fils. Il avait organisé des équipes de recherche, engagé des détectives privés et offert une récompense de 50 000 $. Pendant 3 semaines, il dormit à peine, ratissant chaque centimètre carré des bois denses entourant Pine Ridge, appelant Kenny jusqu'à ce que sa voix se brise et saigne. Le shérif local, un paresseux nommé Douglas Clay, semblait plus intéressé par ses pauses café que par la recherche d'un enfant disparu. Ces choses arrivent, Léon, avait dit Clay avec un calme exaspérant. Les enfants s'égarent. Parfois, ils reviennent d'eux-mêmes. Mais Léon savait que Kenny n'était pas du genre à errer. Son fils était prudent, presque anxieux de nature, un trait que Léon reconnaissait hérité de sa propre enfance, passé à esquiver les coups de son père alcoolique. Kenny n'aurait pas quitté le jardin de son plein gré. Alors que les jours se transformaient en semaines, Léon remarqua des changements chez sa femme qui lui retournèrent le cœur de suspicion. Dixie, habituellement affolée à la moindre égratignure au genou de Kenny, semblait étrangement sereine face à la disparition de leur fils. Elle passait des heures à téléphoner mystérieusement, parlant à voix basse, et raccrochait rapidement dès que Léon entrait dans la pièce. « Qui était-ce » demandait-il. « Juste ma sœur, Claire » répondait Dixie. Mais Léon avait appelé Claire Clark en personne. Elle n'avait pas parlé à Dixie depuis des semaines. Le point de rupture survint lorsque Léon découvrit que Dixie rencontrait secrètement Gabriel Potter, un agent immobilier au discours mielleux qui écumait les affaires de Léon depuis des mois, essayant de le convaincre de vendre des terrains constructibles de premier ordre à des prix inférieurs à ceux du marché. Léon l'avait suivi dans un petit restaurant en périphérie de la ville, observant par la fenêtre Gabriel lui tenir la main par-dessus la table, tous deux riant pendant que leur fils avait disparu. Ce soir-là, Léon confronta sa femme. « Depuis combien de temps » demanda-t-il d'une voix d'un calme mortel. Le visage de Dixie pâlit. « Depuis combien de temps ?»« Quoi ? Depuis combien de temps êtes-vous au Gabriel Potter alors que notre fils a disparu ?» La gifle fut violente et rapide, mais Léon lui attrapa le poignet avant qu'elle ne puisse se dégager, son étau serré comme un étau. « Ne me mens plus jamais » dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Ne me mens plus jamais. » Mais au lieu de s'effondrer ou de demander pardon, le visage de Dixie se durcit d'une froideur que Léon n'avait jamais vue auparavant. « Tu veux la vérité, Léon ? Kenny est parti et il ne reviendra pas. Plus tôt tu l'accepteras, plus tôt nous pourrons continuer notre vie. » Ces mots frappèrent Léon comme un coup dur. Non seulement l'insensibilité, mais aussi la certitude dans sa voix, comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait. Chapitre 2. La décision du shérif. 3 jours après la confrontation de Léon avec Dixie, le shérif Clay annula les recherches officielles. « Je suis désolé, Léon, » dit Clay, évitant son regard alors qu'il se tenait dans le bureau exigu du commissariat. « Nous avons épuisé toutes les pistes. Le garçon est parti. » Léon fixa le gros homme derrière le bureau, sentant une sensation sombre et primitive monter dans sa poitrine. « Parti. C'est tout. C'est votre conclusion professionnelle. » Au bout de 3 semaines, Clay se tortilla, mal à l'aise. « Écoute, je sais que c'est dur à entendre, mais parfois les enfants, parfois ils ne reviennent pas. Ça aurait pu être une attaque animale. Ça aurait pu être tombé dans la rivière. La nature a le don de cacher les choses. » La voix de Léon était d'acier. « Mon fils ne s'est pas volatilisé. Quelqu'un l'a enlevé. Avez-vous des preuves? Des témoins? Des demandes de rançon ?» Le ton de Clay devint défensif, car tout ce que nous avons, c'est un enfant disparu et beaucoup de théories. Léon étudia le visage du shérif, notant le tic nerveux dans son œil gauche. La façon dont il regardait sans cesse son téléphone.
Comment combien, demanda doucement Léon. Combien? Quoi? Combien t'ont-ils payé pour abandonner? Le visage de Clay devint rouge. Écoute, Léon. Non, écoute. Léon se pencha en avant, sa voix se transformant en un murmure menaçant. Je reconnais la corruption quand j'en vois une. J'ai grandi entouré de flics corrompus et de politiciens achetés. Quelqu'un t'a eu, et je vais découvrir qui. Ce soir-là, Léon rentra chez lui et trouva Dixie en train de faire ses valises dans leur chambre. Elle ne leva pas les yeux lorsqu'il entra. « Tu vas quelque part ?» demanda-t-il. « Je ne peux plus faire ça, Léon. » Sa voix était ferme, répétée. « Vivre avec ton obsession, ta paranoïa. Cela détruit ce qui reste de notre famille. » Léon la regarda plier des vêtements avec une précision mécanique, remarquant qu'elle ne faisait que ranger ses affaires. « Et où comptes-tu aller exactement ? » Chez ma sœur à Denver. Le mensonge tomba sans difficulté. Claire vivait à Seattle, pas à Denver. Un timing parfait, observa Léon. Juste après que le shérif eut abandonné, Dixie se tourna enfin vers lui faire face. Et Léon vit quelque chose dans ses yeux qui le glaça. Ni le chagrin ni la peur, mais le soulagement. Kenny est parti. Léon, je l'ai accepté. Tu devrais peut-être aussi. Elle est partie ce soir-là, n'emportant que ses vêtements et ses bijoux. Pas de photos de famille, pas de souvenirs de Kenny, rien qui la rattachât à la vie qu'ils avaient construite ensemble. C'était comme si elle s'effaçait de leur histoire. Léon se tenait dans la maison vide, entouré par les échos des rires de son fils, et sentit les derniers vestiges de l'homme qu'il avait été s'effondrer. À leur place, quelque chose de plus dur et de plus dangereux commença à prendre forme. Le lendemain matin, il se rendit dans les bois où les équipes de recherche avaient ratissé chaque centimètre carré du terrain. Non pas pour chercher, il avait un autre but. Maintenant, si Kenny était vraiment parti, si sa femme l'avait abandonné, si le système l'avait trahi, alors Léon Bell deviendrait quelqu'un d'autre. Il deviendrait le genre d'homme qui fait payer les trahisons. Tandis qu'il parcourait les sentiers familiers, l'esprit de Léon il travaillait déjà, cataloguant les noms et les visages, planifiant et calculant. Gabriel Potter, le shérif Clay, sa femme menteuse. Ils pensaient avoir gagné, pensaient l'avoir brisé. Ils ignoraient totalement ce qu'ils avaient réellement créé. Chapitre 3. Le camion jouet. La transformation de Léon commença avec une précision méthodique. Pendant 2 semaines après le départ de Dixie, il se consacra à la recherche, traitant la trahison de sa femme comme un projet de construction exigeant une planification minutieuse et une exécution parfaite. Il commença avec Gabriel Potter. Gabriel avait 34 ans, divorcé et plus endetté que son style de vie fastueux ne le laissait entendre. Léon découvrit, grâce à des enquêtes discrètes, que Potter peinait à honorer les paiements de sa BMW et de son bureau en centre-ville. Plus intéressant encore était le parcours de Gabriel. Il avait quitté Las Vegas pour Pine Ridge il y a seulement 8 mois, laissant derrière lui une succession d'entreprises en faillite et de créanciers mécontents. Mais c'est le lien de Gabriel avec le shérif Clay qui glaça le sang de Léon. Les registres fonciers montraient que Clay avait vendu une parcelle de terrain à Gabriel pour une fraction de sa valeur. 2 mois seulement avant Kenny disparu, le même terrain que Gabriel avait fait pression sur Léon pour qu'il le vende, Léon passait ses soirées garées devant la résidence de Gabriel, un immeuble délabré qui ne s'accordait pas avec ses costumes coûteux. Il observait le quotidien de Gabriel, notant ses habitudes, ses visiteurs, ses faiblesses. Ce qu'il découvrit dressa le portrait d'un homme vivant au-dessus de ses moyens, prêt à tout pour de l'argent, y compris peut-être à faire disparaître un enfant. Cette pensée fit trembler de rage les mains de Léon tandis qu'il serrait le volant de son camion. Mais une rage sans but était vaine. Léon avait retenu cette leçon de la violence ivre de son père. Il avait besoin de preuves, pas seulement de soupçons. Ces preuves provenaient d'une source inattendue. Par un jeudi matin gris, Léon décida de faire un dernier voyage dans les bois où Kenny avait disparu. Non pas pour chercher, il avait abandonné tout espoir de retrouver son fils vivant, mais pour dire au revoir à celui qui l'appelait, « Papa », avec tant de confiance et d'amour. La forêt était différente maintenant, plus sombre, comme si les arbres même étaient en deuil. La perte de Kenny. Léon arpentait les sentiers familiers, se souvenant combien son fils adorait explorer ces bois, toujours avide de découvrir un nouveau trésor. Un rocher intéressant, un nid d'oiseau, une feuille colorée. Ce fut ce souvenir qui conduisit Léon à l'endroit préféré de Kenny,
une petite clairière où un chêne massif était tombé des années auparavant, créant un terrain de jeu naturel. Kenny imaginait que le tronc était un vaisseau spatial, un fort, une île au trésor. Léon y avait passé d'innombrables matinées de week-end, observant l'imagination de son fils transformer la simple bûche en tout ce que son jeune esprit pouvait concevoir. Et là, partiellement caché sous un tas de feuilles d'automne, Léon trouva le camion jouet rouge de Kenny. Les genoux de Léon cédèrent lorsqu'il ramassa le petit véhicule métallique, se souvenant comment Kenny l'avait transporté partout, faisant des bruits de moteur et inventant des histoires élaborées sur ses aventures. Le camion était sale mais intact, comme s'il avait été placé avec soin plutôt que lâché dans la panique. Alors que Léon retournait le camion dans ses mains tremblantes, quelque chose cliqueta à l'intérieur. Le jouet avait un petit le compartiment conducteur s'ouvrait, une fonctionnalité que Kenny adorait car elle lui permettait d'y glisser de minuscules figurines. Les doigts de Léon tâtonnèrent avec le mécanisme. Sa vision se troubla à cause des larmes qu'il refusait de verser. Lorsque le compartiment s'ouvrit, un petit morceau de papier en tomba. Léon le déplia d'une main tremblante, reconnaissant immédiatement l'écriture soignée au crayon de son fils, les lettres encore inégales mais lisibles. « Aide-moi, papa. » Le monde sembla basculer autour de Léon tandis qu'il fixait le mot. Kenny était vivant. Son fils était vivant et avait réussi à laisser ce message. Mais où et depuis combien de temps? Léon examina le papier de plus près. Les traces de crayon étaient estompées, mais pas complètement altérées, suggérant que le mot n'avait pas été dehors pendant les 3 semaines où Kenny avait disparu. Le papier lui-même provenait d'un petit carnet, du genre qu'on utilise pour les listes de courses ou les messages téléphoniques. Plus important encore, l'emplacement du camion semblait délibéré. Il était caché, mais pas enterré, placé là où seule une personne connaissant les habitudes de Kenny penserait à regarder. Son fils était passé par là, à cet endroit précis, et il avait laissé ce message en espérant que son père le trouverait, ce qui signifiait que quelqu'un avait amené Kenny ici, peut-être le retenait à proximité, et que Kenny s'était échappé assez longtemps pour laisser cet indice. Le chagrin de Léon se transforma instantanément en une fureur froide et calculatrice. Son fils était quelque part, probablement terrifié, probablement blessé, et les responsables vivaient comme si de rien n'était. Il empocha le mot et le camion. L'esprit de Léon travaillait déjà. L'emplacement du camion n'était pas aléatoire. C'était un message en soi. Kenny savait que son père finirait par venir. Le garçon était intelligent, débrouillard, tout comme Léon l'avait été à cet âge où survivre signifiait déjouer les adultes qui lui voulaient du mal. Mais Kenny manquait aussi de temps. S'il s'était échappé une fois, ses ravisseurs seraient plus prudents maintenant. Léon devait agir vite, mais il devait aussi être malin. Debout dans cette clairière, entouré par l'écho des rires de son fils, Léon Bell fit une promesse qui définirait tout ce qui allait suivre. Il retrouverait Kenny. Il le ramènerait à la maison. Et tous ceux qui avaient joué un rôle dans la disparition de son fils paieraient un prix si brutal que leurs cris résonneraient à Pine Ridge pendant des générations. La traque allait commencer. Chapitre 4. Le réseau de la menace. L'enquête de Léon prit une urgence nouvelle. Après avoir trouvé le mot de Kenny, il transforma son bureau à domicile en centre de commandement, recouvrant les murs de cartes, de chronologie et de photographies reliées par un fil rouge comme dans un thriller policier. Mais ce n'était pas de la fiction. C'était la vie de son fils qui était en jeu. La révélation vint d'une source improbable, Ethel Knapp, la vieille dame qui habitait à 2 maisons de la résidence de Gabriel Potter. Léon menait des entretiens de porte-à-porte, espérant que quelqu'un avait remarqué une activité inhabituelle au moment de la disparition de Kenny. Ethel, une septuagénaire au regard perçant qui passait la majeure partie de ses journées à observer le quartier depuis son porche, se souvenait avoir vu une camionnette blanche garée derrière l'immeuble de Gabriel à plusieurs reprises au cours du mois précédent. « C'est drôle avec cette camionnette », dit Ethel en ajustant ses vêtements. Elle portait ses lunettes en parlant à Léon. La voiture était immatriculée en Pennsylvanie, mais le conducteur ne semblait pas être d'un autre état. Trop à l'aise avec le quartier, si vous voyez ce que je veux dire. Elle décrivit le conducteur comme un homme grand et mince, aux cheveux grisonnants, avec une boiterie caractéristique. Il marchait comme s'il s'était gravement blessé à la jambe gauche, et il portait toujours un sac de sport noir lorsqu'il entrait dans l'immeuble. Léon sentit son pouce accélérer, un homme boiteux et immatriculé en Pennsylvanie. C'était plus que ce qu'il avait dû supporter auparavant. Il remercia Ethel et se rendit immédiatement à l'appartement de Gabriel, se garant d'un endroit où il pouvait observer le bâtiment sans être vu. Pendant 3 jours, Léon assura la surveillance,
dormant dans son camion et se nourrissant de café et de sandwichs aux distributeurs automatiques. La troisième nuit, sa patience fut récompensée. Une camionnette blanche immatriculée en Pennsylvanie s'arrêta sur le parking à 2h17 du matin. Léon observa à la jumelle un homme grand et mince, visiblement boiteux, en sortir, portant un sac de sport noir. L'homme regarda nerveusement autour de lui avant de se diriger vers l'immeuble de Gabriel. Léon le suivit à distance, observant l'homme entrer par une porte latérale que Gabriel avait laissée ouverte. Des voix s'échappèrent d'une fenêtre ouverte du deuxième étage, l'appartement de Gabriel. Se rapprochant, Léon se plaça sous la fenêtre, s'efforçant d'entendre des bribes de la conversation au-dessus. Prenant trop de risques, la voix de Gabriel, tendue et inquiète, aurait dû réagir différemment dès le début. La voix de l'inconnu était rauque, avec un léger accent que Léon ne parvenait pas à identifier. Le mot du gamin. Cybèle découvre que le sang de Léon s'est glacé, il parlait de Kenny, du mot, ce qui signifiait qu'il savait que Kenny s'était échappé, au moins temporairement. Le déplacer à nouveau ce soir. L'esprit de Léon s'emballa. Il prévoyait de déplacer Kenny ce soir. Il devait agir vite, mais il devait aussi être malin. Faire irruption maintenant risquait de tuer Kenny s'il n'était pas là. Il devait suivre la camionnette, trouver où ils emmenaient son fils. Aussi discrètement que possible, Léon se retira dans son camion et attendit. 1 heure plus tard, un homme boiteux émergea, toujours avec son sac de sport, mais marchant avec plus d'empressement. Gabriel le suivit jusqu'à la camionnette et Léon les vit avoir une conversation animée avant que Gabriel ne lui tende ce qui ressemblait à une enveloppe. La camionnette quitta le parking et Léon la suivit à distance, gardant ses phares éteints autant que possible. Ils traversèrent les rues tranquilles de Pine Ridge, puis s'engagèrent sur les routes de campagne qui s'enfonçaient plus profondément dans la forêt. 20 minutes plus tard, la camionnette s'engagea sur un chemin de terre que Léon ne reconnut pas. Il gara son camion et continua à pied, utilisant la faible lumière de son téléphone pour se déplacer sur le terrain accidenté. Les feux arrière de la camionnette disparurent dans un virage, mais Léon entendit le moteur s'éloigner. Après avoir marché près d'1 kilomètre, Léon aperçut des lumières devant lui, une petite cabane nichée dans une clairière, presque invisible depuis la route principale. La camionnette était garée à côté, et Léon pouvait voir du mouvement à l'intérieur par les fenêtres. Accroupi derrière un tronc d'arbre, Léon regarda l'homme boiteux transporter des cartons de la cabane à la camionnette. Gabriel était là aussi, l'air nerveux, il consultait constamment son téléphone. Mais ce qui fit battre le cœur de Léon, ce fut la vue d'une petite ombre passant devant l'une des fenêtres de la cabane. Une silhouette de la taille d'un enfant qui ne pouvait être que Kenny. L'instinct de Léon lui criait de foncer sur la cabane, de briser les murs et de sauver son fils. Mais la partie rationnelle de son esprit, celle qui avait bâti une entreprise prospère grâce à une planification minutieuse et des risques calculés, le retint. Il y avait au moins 2 hommes armés dans cette cabane, et Léon ignorait totalement les autres mesures de sécurité qu'ils pouvaient avoir mises en place. Plus important encore, il ne comprenait toujours pas l'ampleur du complot contre lui. Gabriel et cet inconnu travaillaient clairement ensemble. Mais qui d'autre était impliqué? Le comportement suspect du shérif Clay suggérait que la corruption allait plus loin qu'une épouse infidèle et son amant. Sous les yeux de Léon, Gabriel reçut un appel téléphonique. Même depuis sa cachette, Léon entendit la voix agitée de l'homme s'élever tandis qu'il faisait les 100 pas. « Comment ça, quelqu'un a posé des questions ?» ?»« Non, dit Clay. » Les recherches furent interrompues. Qui a parlé aux gens du quartier? Le sang de Léon se glaça. Quelqu'un avait signalé ses activités à Gabriel. Quelqu'un fournissait des informations aux ravisseurs, leur permettant de garder une longueur d'avance sur toute enquête. Il faut agir vite. Oui, ce soir. Peu importe ce que Belle pense savoir. L'appel prit fin et Gabriel dit quelque chose à l'homme boiteux qui les fit tous deux regarder vers les bois où Léon se cachait. L'espace d'un instant terrifiant, Léon crut avoir été repéré, mais ils retournèrent à leur bagage avec une urgence renouvelée. Léon en avait appris suffisamment. Kenny était vivant et dans cette cabane, mais il se préparait à le déplacer. Il lui restait peut-être 1 heure, peut-être moins, avant que son fils ne disparaisse à nouveau, peut-être définitivement cette fois. Tandis qu'il se retirait prudemment à travers les bois, Léon élaborait déjà un plan. Mais ce ne serait pas une simple mission de sauvetage. Gabriel Potter et ses complices avaient détruit la famille de Léon, terrorisé son fils et corrompu le système même qui était censé les protéger. Ils pensaient avoir affaire à un père brisé et désespéré.
Ils étaient sur le point d'apprendre qu'ils allaient réveiller quelque chose de bien plus dangereux. Chapitre 5. Le piège. Léon Bell avait appris la patience dans le bâtiment. Comment attendre le bon moment? Comment s'assurer que chaque pièce soit en place avant de prendre la décision cruciale? Mais avec la vie de Kenny en jeu, la patience était une torture. Se précipiter encore aurait coûté la vie à son fils. De retour à son camion, Léon appela la seule personne en qui il avait confiance. Tyler Mullen, son contremaître et ami le plus proche depuis l'enfance. Tyler avait grandi dans les mêmes rues brutales que Léon. Et comme Léon, il avait appris que parfois la loi ne suffisait pas à protéger les innocents. « J'ai besoin de ton aide », dit Léon lorsque Tyler répondit. « Et je veux que tu ne poses aucune question avant la fin. Tu as trouvé Kenny. » La voix de Tyler fut immédiatement alerte. « Peut-être, mais j'ai besoin de renfort et j'ai besoin que ce soit calme. » En moins de 30 minutes, Tyler arriva avec son propre camion et un sac de sport dont Léon ne demanda rien. Son passé militaire faisait de lui quelqu'un sur qui Léon pouvait compter. Une crise, et sa loyauté était absolue. « Quel est le plan ?» demanda Tyler tandis que Léon le briefait rapidement sur la situation. « On prend la cabane, mais pas avant que je sache qui d'autre est impliqué. » La voix de Léon était ferme, posée. Gabriel passa un coup de fil. Quelqu'un lui a donné des informations sur mon enquête. Je dois savoir qui avant de partir. Léon tendit un téléphone prépayé à Tyler. Je vais appeler Gabriel. Fais comme si j'avais abandonné les recherches pour Kenny. Essaie de lui faire révéler son contact. L'appel aboutit à la 3e sonnerie. Gabriel Potter. La voix était tendue. Méfiante. Ici Léon Bell. Un long silence. Léon. J'ai entendu parler de Kenny. Je suis désolé, mec. C'est terrible. La fausse sympathie dans la voix de Gabriel fit serrer la mâchoire de Léon, mais il garda un ton défait. Brisé. Le shérif a interrompu les recherches. Dixie m'a quitté. Je voulais juste m'excuser pour ce que j'ai dit à propos de toi et d'elle. Je n'avais pas les idées claires. Pas de problème. Le deuil pousse les gens à dire des choses qu'ils ne pensent pas. Le problème, c'est que, continua Léon, je vends l'entreprise, la maison, tout. Je ne peux plus rester à Pine Ridge. Trop de souvenirs. Léon pouvait presque entendre le rythme cardiaque de Gabriel s'accélérer. Vendre? Tu veux dire l'entreprise de construction? Tout. Les transactions foncières dont tu parlais, elles sont à toi si tu les veux toujours. Quel que soit le prix que tu juges juste. Un autre silence. Puis la voix de Gabriel s'anima. Léon, tu ne veux pas prendre de décision comme ça quand tu es en deuil. On devrait peut-être se parler en personne. Assure-toi d'avoir les idées claires. Non, j'ai pris ma décision. Mais j'ai une question. La voix de Léon se durcit légèrement. Comment as-tu su que tu devais renoncer à ces propriétés au bon moment? C'est comme si quelqu'un t'avait dit que j'aurais désespérément envie de vendre. Le silence s'est prolongé si longtemps que Léon a pensé que Gabriel allait raccrocher. Finalement, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Bien sûr que si. Quelqu'un t'a tenu au courant de ma situation, de l'enquête, du moment où le shérif renoncerait. Léon, laisse l'accusation en suspens. Léon, tu n'as pas de sens. Je pense que tu as besoin d'aide. Je crois que tu dois me dire qui est ton homme de main, Gabriel, parce que je vais le découvrir de toute façon, et ce sera plus facile pour tout le monde si tu me le dis maintenant. La ligne a été coupée. Léon a immédiatement appelé Tyler. Ils savent que je les traque. On y va. Mais alors que Léon démarrait son camion, son téléphone a sonné. Numéro inconnu. Léon Bell. La voix était rauque, inconnue. Ouais, tu dois arrêter ce que tu fais tout de suite. Qui est-ce? Quelqu'un qui essaie de te sauver la vie. Éloigne-toi de là, Léon. Prends ce qui reste de ta famille et disparais. Léon sentit une fureur froide monter dans sa poitrine. Est-ce le fils d'un qui a enlevé mon fils? Ton fils est déjà mort. Léon l'est depuis des semaines. Ce que tu penses avoir trouvé n'était que quelqu'un qui se moquait de toi. La ligne a été coupée, mais Léon roulait déjà vers la cabane. Tyler le suivait dans son propre camion. L'appelant anonyme venait de commettre une erreur critique.
Il avait révélé qu'ils étaient au courant du mot concernant Kenny. Un camion miniature. Seule une personne directement impliquée dans l'enlèvement pouvait connaître ces détails, ce qui signifiait que Kenny était encore en vie. Alors qu'ils approchaient du chemin de terre menant à la cabane, le téléphone de Léon vibra, un message d'un numéro inconnu. « Arrêtez-vous, sinon le garçon meurt. » Léon montra le message à Tyler, qui hocha la tête d'un air sombre. « On est proche. » Ils garèrent leur camion à 6,5 km de la cabane et s'approchèrent à pied à travers les bois denses. Léon portait un fusil de chasse qu'il avait récupéré chez lui, tandis que l'entraînement militaire de Tyler le rendait à l'aise avec ce qu'il emportait dans son sac de sport. La cabane était sombre, à l'exception d'une lumière dans ce qui semblait être l'arrière-salle. Le vin blanc avait disparu, mais Léon pouvait voir des traces de pneus fraîches indiquant qu'il était parti récemment. « Ils l'ont déplacé », murmura Tyler. Mais en s'approchant, Léon aperçut quelque chose qui le glaça. Un petit morceau de tissu rouge attaché à une branche d'arbre près de la fenêtre arrière de la cabane. Un tissu assorti à la chemise que Kenny portait le jour de sa disparition. C'était un autre message de son fils. Léon désigna du doigt. Il tendit le marqueur à Tyler, qui acquiesça, comprenant. Kenny était encore là, ou y était encore depuis peu. Le garçon était assez intelligent pour laisser des indices, assez courageux pour prendre des risques afin de communiquer avec son père, ce qui signifiait que le fils de Léon comptait sur lui pour venir. Tandis qu'il se positionnait autour de la cabane, Léon fit la promesse au garçon qu'il avait élevé d'être fort et intelligent. « Papa arrive, Kenny. Et quand tout sera fini, tous ceux qui t'ont fait du mal paieront. » Chapitre 6. Le sauvetage. La cabane était un piège, mais pas celui auquel Léon s'attendait. Alors que Tyler et lui se positionnaient, Léon réalisa que le bâtiment était trop silencieux, trop immobile. L'unique lumière dans l'arrière-salle projetait des ombres immobiles. Et il n'y avait aucun bruit d'occupation humaine. Pas de pas, pas de voix, pas de signe de vie. Tyler fit un signe depuis sa position près de la porte d'entrée, désignant des empreintes de pas fraîches dans la boue qui s'éloignaient de la cabane vers les bois. Quelqu'un était parti précipitamment, probablement après l'appel téléphonique de Léon à Gabriel. Mais le marqueur rouge en tissu de Kenny signifiait son fils était venu récemment. Léon s'approcha de la fenêtre arrière où le tissu était noué, jetant un coup d'œil à travers la vitre poussiéreuse dans ce qui semblait être une petite chambre. L'espace était vide, à l'exception d'un matelas par terre et d'une petite table. Mais là, gravé dans le mur. En bois près de la fenêtre, des lettres étaient gravées avec un objet pointu. Papa, son fils était venu dans cette pièce, avait été assez près de la fenêtre pour attacher le tissu à la branche d'arbre dehors. Kenny était vivant et il essayait de communiquer. Tyler apparut à côté de lui, après avoir fait le tour de la cabane. Des bâtiments vides, chuchota Teil. Mais il y a des preuves que quelqu'un vivait ici. Des boîtes de nourriture, des sacs de couchage et Léon. Tyler brandit un petit objet. Je l'ai trouvé près de la porte d'entrée. C'était l'autre jouet de Kenny, une petite figurine articulée qui ne quittait jamais la poche de son fils. Mais enroulé autour de la taille de la figurine se trouvait un morceau de papier, si petit qu'il était presque invisible. Léon le déplia soigneusement, révélant un autre message écrit de la main de Kenny. Grange. Colline au toit rouge. L'esprit de Léon s'emballa tandis qu'il essayait de penser au rouge. Il y avait des granges couvertes dans le coin. Plusieurs vieilles fermes étaient disséminées sur les collines autour de Pine Ridge, mais une seule, avec son toit rouge distinctif, était visible depuis la route principale. La vieille ferme Henderson, abandonnée depuis plus de 10 ans. Je sais où ils l'ont emmenée, dit Léon en empochant la figurine. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, Tyler saisit Léon par le bras. Attends, écoute. Au loin, Léon entendit le bruit de véhicules qui approchaient sur le chemin de terre. Plusieurs moteurs roulent vite. Ils reviennent, dit Tyler. Ou celui de quelqu'un d'autre, calcula rapidement Léon. Les véhicules qui approchent pourraient être ceux de Gabriel et de ses associés, ou ceux des forces de l'ordre qui répondent à des signalements d'activité suspecte. Quoi qu'il en soit, être retrouvé à la cabane compliquerait tout. Mais à mesure que le bruit se rapprochait, Léon reconnut le grondement distinctif de la voiture de patrouille du shérif Clay, mêlé à celui d'au moins 2 autres véhicules. Clay arrive, dit Léon à Tyler. Ce qui signifie que Gabriel l'a appelé. Tyler consulta sa montre. On peut atteindre la ferme Henderson en 20 minutes si on bouge maintenant. Mais si on reste pour affronter Clay, on perd Kenny.
La décision de Léon fut immédiate. Vas-y. Je m'occupe de Clay. Léon, si Gabriel a Clay dans sa poche, alors je m'en occupe aussi. La voix de Léon portait une froideur définitive que Tyler avait reconnue depuis leur enfance. Après que Léon eut affronté des brutes du quartier 2 fois plus grandes que lui, Tyler hocha la tête à contre-cœur et se fondit dans les bois, se dirigeant vers son camion par un chemin qui le dissimulerait des véhicules qui approchaient. Léon se plaça près de la porte d'entrée de la cabane, fusil à la main, mais sans le lever de manière agressive. Il devait faire preuve de prudence. Se montrer coopératif tout en recueillant des informations sur l'ampleur de la corruption. Shérif, la voiture de patrouille de Clay émergea la première des bois, suivie de 2 autres véhicules, la BMW de Gabriel et un pick-up noir que Léon ne reconnut pas. 4 hommes en sortirent et Léon remarqua immédiatement que Clay portait un gilet pare-balles et un fusil de chasse. Ce n'était pas un contrôle social. C'était un peloton d'exécution. Léon Bell. Clay cria d'une voix faussement autoritaire. Déposez votre arme et éloignez-vous du bâtiment. Léon resta immobile. Ceci est une propriété privée. Shérif, quelle est votre cause probable? Cause probable? La voix de Gabriel était aigre et nerveuse. Vous me traquez, vous me menacez. Clay, arrêtez-le. Mais Clay semblait plus prudent, observant la position de Léon et le fusil qu'il tenait à la main. Léon, on veut juste parler. Posez votre arme et personne ne sera blessé. Léon rit. Un rire dénué d'humour. Personne ne sera blessé. Shérif, mon fils a disparu depuis plus d'1 mois. Ma femme s'est enfuie avec ce morceau de... Il fit un geste vers Gabriel. Et maintenant, vous débarquez. Au milieu de la nuit, arme au poing. Je pense que quelqu'un a l'intention de se faire mal. Et ce n'est aucun d'entre vous. Le 4e homme sorti du pick-up noir s'avança. Léon le reconnut immédiatement, l'homme boiteux de l'appartement de Gabriel. Le ravisseur de Kenny. Ça prend trop de temps, dit l'homme, sa voix emplie du même ton grave que Léon avait entendu sous la fenêtre de Gabriel. On aurait dû régler ce problème il y a des semaines. Et c'est là que Léon comprit toute l'ampleur de ce qu'il attendait. Il ne s'agissait pas seulement de Gabriel qui voulait Dixie, ni même de forcer Léon à vendre sa propriété. Il s'agissait d'éliminer la seule personne qui ne cessait de traquer Kenny. Ils avaient enlevé son fils non seulement pour lui faire du mal, mais pour le pousser à ce moment précis. Isolé, désespéré et apparemment impuissant face à une conspiration qui s'étendait jusqu'au bureau du shérif lui-même. Mais ils avaient commis une erreur cruciale dans leur planification. Ils avaient sous-estimé ce que Léon Bell était prêt à faire pour sauver son fils. Vous savez? Quoi, shérif, dit Léon, sa voix résonnant dans la clairière avec un calme mortel. Je crois que vous avez raison. Il est temps que quelqu'un soit blessé. La nuit explosa de violence, mais pas celle à laquelle il s'attendait. Chapitre 7. Du sang dans les bois. Le premier coup de feu de Léon éteignit le phare de la voiture de patrouille de Clay, plongeant la moitié de la clairière dans l'obscurité et forçant les 4 hommes à se mettre à couvert. Il les manqua délibérément. Il avait besoin d'informations, et les morts ne pouvaient pas parler. Mais leur réaction lui révéla tout ce qu'il avait besoin de savoir sur leurs intentions. Clay ouvrit immédiatement le feu avec son fusil de chasse, l'explosion faisant voler en éclats la porte d'entrée du chalet à quelques centimètres de l'endroit où Léon se tenait. Gabriel se précipita derrière sa BMW, sortant un pistolet de sa veste, tandis que l'homme boiteux sortait un fusil de type militaire du pick-up. Ce n'était pas des tactiques de maintien de l'ordre. C'était un assassinat. Léon roula derrière les fondations en pierre du chalet tandis que les balles brisaient les vitres au-dessus de sa tête. Sa radio militaire grésillait, la voix de Tyler. Léon, j'entends des coups de feu. Quel est ton statut d'ennemi, répondit Léon. Souvent, sa voix stable malgré le chaos. Clay, Gabriel et 2 autres. Ils sont venus ici pour me tuer. Je suis à 10 minutes de la ferme Henderson. Kenny n'est pas là. L'endroit est vide. Le cœur de Léon coulait, mais il s'efforçait à se concentrer sur la survie immédiate. Continuez à chercher. Je vais gérer ça. Une voix appelée de l'obscurité. Gabriel, essayant de sembler raisonnable malgré le fait d'avoir tenté de tentatives de meurtre. Léon, tu es en infériorité numérique et dépassé. Abandonnez maintenant et... Nous pouvons trouver quelque chose. La réponse de Léon a été de mettre une balle de fusil à travers le bloc moteur de la BMW.
La voiture est décédée avec un volet de broyage, l'échouement de Gabriel à l'air libre. Counteroffer, a crié Léon. Dites-moi où est mon fils et je vous laisse vivre assez longtemps pour avouer vos crimes. La voix de Clay a rejoint la négociation, mais ses paroles ont révélé la profondeur de sa corruption. Léon, vous interférez avec une enquête fédérale en cours. Se tenir debout immédiatement. Enquête fédérale. Léon a presque ri. Dans quoi, Clay? Votre entreprise et votre enfant trafiquent. Le silence qui a suivi a confirmé les pires craintes de Léon. Ce n'était pas seulement de l'argent ou de la propriété. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus sombre. L'homme avec le mou a mis fin à la conversation en ouvrant le feu avec son fusil, envoyant un flux de balles qui a forcé Léon à ramper le long des fondations de la cabine vers l'arrière du bâtiment. En bougeant, il a repéré quelque chose qui a fait geler son sang. Des pistes de pneus fraîches menant loin de l'arrière de la cabine, pas vers la route, mais plus profondément dans les bois le long de ce qui ressemblait à un vieux sentier de journalisation. Ils avaient déplacé Kenny pendant que Léon parlait à Gabriel au téléphone. Son fils était quelque part dans ces bois, probablement dans un autre véhicule, s'éloignant plus à chaque minute qui passe. La radio de Léon a de nouveau crépiré. Henderson Farm a déserté, mais j'ai trouvé quelque chose. Des traces de pneus frais et la voix de Tyler hésitèrent. Léon, il y a un morceau de la veste de Kenny pris ici. Il était ici au cours des dernières heures, ce qui signifiait que Kenny avait été déplacé de la cabine à la ferme Henderson, puis a encore déménagé lorsque Léon s'est trop rapproché. Il restait une longueur d'avance, utilisant Kenny comme leurre pour attirer Léon dans des situations de plus en plus dangereuses. Mais ils avaient également fait une erreur en déplaçant Kenny si fréquemment. Il quittait un sentier. Tyler, Léon a chuchoté à la radio. Suivez les pistes de Henderson. Mais soyez prudents. C'est plus grand que nous ne pensions. Léon avait besoin de mettre fin à la cabine rapidement et de recommencer à suivre son fils. Mais 4 hommes armés l'avaient épinglé, et ils n'ont montré aucun intérêt à le prendre vivant. C'est alors que Léon se souvenait du réservoir de propane qu'il avait repéré derrière la cabine, le type utilisé pour le chauffage dans des endroits éloignés. Parfois, la meilleure infraction était une très grande distraction. Léon s'est frayé un chemin autour du périmètre de la cabine, restant bas et utilisant la masse du bâtiment pour se protéger des coups de feu qui ont continué à pivoter les bois autour de lui. Lorsqu'il a atteint le réservoir de propane, il a pu voir qu'il était connecté au système de chauffage de la cabine via une ligne flexible. Un fusil tiré dans la valve du réservoir créerait une fuite de gaz massive. Un deuxième coup, correctement chronométré, transformerait toute la clairière en inferno. Léon s'est positionné pour le coup, puis a crié « Gabriel, je veux conclure un accord. » Quel genre de contrat? Ma vie pour des informations sur Kenny. Je vais sortir sans armes si vous me dites où est mon fils. Il pouvait entendre les hommes se conférer à des voix étouffées. Enfin, Gabriel a répondu, « Comment savons-nous que vous n'essayez pas quelque chose? Parce que je suis un père qui veut que son fils revienne vivant. Et parce que vous avez 4 armes à feu. » Léon a attendu, écoutant leur discussion. Ils se disputaient s'il fallait lui faire confiance, s'ils avaient besoin de lui en vie, s'il le tuerait maintenant résoudrait leurs problèmes ou créerait de nouveaux désirs. Pendant qu'ils débattent, Léon a aligné sa prise de vue sur le réservoir propane. Très bien, Léon. Clay. Clay a finalement appelé. Le sifflement du gaz est audacieux, même sur les cris de l'alarme des hommes. Mourir pour leur complot. Camp minière, a crié Gabriel. 3 mi au nord de la place d'Henderson. Maintenant, éteignez le gaz. Léon sourit sinistre dans l'obscurité. L'ancien camp minière. Il connaissait l'endroit. La mine de cuivre abandonnée avec plusieurs bâtiments suffisamment éloignés pour que personne n'entende des cris d'un enfant à l'aide. Merci pour votre coopération, a rappelé Léon. Puis il a mis sa deuxième balle dans le nuage de gaz. L'explosion a illuminé le ciel nocturne comme l'aube se brise tôt. La boule de feu atteignant 50 pieds en l'air et transformant la cabine en feu de joie instantané. Léon, protégé par la fondation Stone et ayant couvert ses oreilles, a été jeté en avant par l'explosion, mais est apparu sans blessé. Il ne pouvait pas en dire autant pour Gabriel Potter et ses associés. Alors que Léon se relevait du sol, il pouvait voir 3 personnages trébucher loin de l'enfer, leurs vêtements chantés et leurs armes dispersées. Le 4e, l'homme au mou, ne bougeait pas du tout. Léon a récupéré son fusil et s'est dirigé vers les survivants, sa silhouette, encadrée par la cabine en feu derrière lui. Maintenant, dit-il,
sa voix portant l'autorité d'un homme qui vient de montrer exactement jusqu'où il était prêt à aller. Discutons des détails de ce camp minier. Le shérif Clay, son tabagisme en uniforme et son visage noirci de suie, leva les yeux vers Léon avec quelque chose qui aurait pu être du respect mélangé à la terreur. Jésus-Christ, Léon, vous auriez pu nous tuer tous. Le sourire de Léon était aussi froid que le matin d'hiver. Je peux toujours. Chapitre 8. Le camp minière. L'ancien camp minière de Copper Ridge s'est accroupi dans la forêt comme une croissance cancéreuse. Ces bâtiments altérés se regroupèrent autour de la bouche sombre d'un arbre abandonné. Léon s'approcha à pied, après avoir laissé son camion en arrière et a fait son chemin à travers les bois en utilisant des chemins qu'il avait appris à l'adolescence lorsque lui et Tyler ont l'habitude d'explorer ces montagnes. La confession du shérif Clay sous la menace d'une arme avait révélé le plan de base du complot. Gabriel Potter et un partenaire anonyme avaient acheté des propriétés en détresse dans tout le comté en utilisant l'intimidation et la violence lorsque les propriétaires ne vendraient pas. L'enlèvement de Kenny devait faire pression sur Lyon pour donner dans son premier pays de développement à une fraction de sa valeur. Clay avait été payé pour s'assurer que toutes les enquêtes ne se sont déroulées nulle part, mais il manquait encore des pièces dans le puzzle, et Léon soupçonnait que les pires révélations n'étaient pas à venir. La voix de Tyler a crépité à travers la radio. Je suis en position sur la crête surplombant le camp. Comptez 3 bâtiments, bureau principal, superbe maison et ce qui ressemble à un atelier. Lumière dans l'immeuble de bureau. Mouvement à l'intérieur. Au moins 2 personnes, peut-être plus. Léon a étudié le camp à travers ses jumelles. Les fenêtres de l'immeuble de bureau étaient couvertes de journaux et de cartons, mais il pouvait voir le scintillement de la lumière artificielle à travers les lacunes. Plus important encore, il pouvait voir une petite fenêtre du côté du bâtiment qui était découvert et à travers elle la silhouette indubitable de quelqu'un de petit, quelqu'un de la taille d'un enfant. Kenny, je le vois, Léon a chuchoté à la radio. Immeuble de bureau, fenêtre latérale. Il est vivant. Mais comme Léon regarda, il a vu quelque chose qui faisait bouillir son sang. Une silhouette adulte est passée devant la fenêtre et Léon a aperçu la personne face éclairée par la lumière intérieure. Dixie, sa femme, la mère de Kenny, était dans ce bâtiment avec leur fils kidnappé. Léon a dû saisir un tronc d'arbre pour se stabiliser alors que la pleine amplitude de la trahison s'écrase sur lui. Dixie ne l'avait pas seulement quitté pour Gabriel Potter. Elle avait fait partie de l'enlèvement depuis le début. Elle les avait aidés à prendre Kenny. Avait probablement été celui qui a laissé la porte ouverte ce matin-là. Avait joué la mère endeuillée tout en sachant exactement où se trouvait son fils. La voix de Tyler l'a ramené au présent. Léon, ça va? Vos signes vitaux ont juste augmenté. Léon a forcé sa voix à rester stable. Dixie est là-dedans. Elle en fait partie. Une longue pause. Ensuite, la voix de Tyler portait une note de rage à peine contrôlée. Que Léon, je peux prendre la photo d'ici. Nettoyer une prise par la fenêtre. Non. La voix de Léon était en acier. Je veux d'abord les réponses. Je veux savoir pourquoi. Mais même s'il l'a dit, Léon commençait à comprendre. Dixie avait toujours été ambitieux, toujours frustré par leur style de vie de la classe moyenne malgré le succès de Lyon. Elle avait grandi riche, la fille d'une famille qui avait perdu leur fortune et leurs mauvais investissements. Et elle ne s'était jamais adaptée à être rien de moins que riche. La propriété que Gabriel voulait de Léon valait des millions de personnes en potentiel de développement. S'il pouvait le forcer à vendre à bas prix, revenons aux bons acheteurs. Tyler, je vais. Si le tournage commence, hiérarchiser la sécurité de Kenny sur tout le reste. Copiez cela, Léon. La voix de Tyler portait le poids de leur longue amitié. Soyez prudent là-dedans. Quelque chose à propos de toute cette configuration semble mal. Léon commençait à ressentir la même chose. Le camp était trop exposé, trop évident. S'ils avaient déplacé Kenny plusieurs fois pour rester en avance sur l'enquête de Lyon, pourquoi la mener à un endroit aussi isolé? À moins que ce ne soit exactement là où il voulait que Lyon vienne. Alors que Lyon se rapprochait de l'immeuble de bureau, il a remarqué des détails qui confirmaient sa suspicion croissante. Les autres bâtiments n'ont montré aucun signe d'utilisation récente, mais le bureau avait été soigneusement préparé à l'occupation. Des traces de pneus frais ont conduit à un parking caché derrière le bâtiment. Le plus révélateur de tous, la fenêtre découverte qui lui avait permis de voir Kenny était parfaitement positionnée pour l'observation de la crête où Tyler était positionné. Ils avaient laissé cette fenêtre découverte exprès.
Il voulait que Léon voie son fils. C'était un piège, mais pas le genre conçu pour le capturer. C'était quelque chose de pire. Un piège conçu pour le briser. La radio de Léon crépitait avec un murmure urgent de Tyler. Véhicule s'approchant du sud. SUV noir se déplaçant rapidement. Léon Duck a marché jusqu'à une position où il pouvait voir la route d'accès. Le SUV qui a émergé de la ligne des arbres était un problème de gouvernement coûteux lorsqu'il s'est arrêté devant l'immeuble de bureau pour les gens qui sont sortis. Tous portant des armes de qualité professionnelle et se déplaçant avec une précision militaire. Mais c'était la 5e personne qui a fait l'inclinaison du monde de Léon sur son axe. Le shérif Clay est sorti du SUV très vivant malgré l'explosion de la cabine et très en charge de l'opération. L'homme que Léon était parti blessé et vaincu était désormais coordonné avec ce qui semblait être un groupe de travail fédéral. Tyler Léon a chuchoté, « Nous avons été joués. » Clay n'était pas un flic corrompu travaillant pour Gabriel. Gabriel travaillait pour Clay. Ce qui signifiait que tout ce que Léon pensait qu'il comprenait à propos de la conspiration était mal. L'accaparement de propriété, l'enlèvement, même la participation de Dixie, tout cela faisait partie de quelque chose de bien plus grand. Phase. Près d'un bureau de fortune recouvert de documents. Que son fils n'avait pas été torturé ou maltraité. Il avait été maintenu comme effet de levier. Mais c'est l'homme assis derrière le bureau qui a attiré l'attention de Léon. Sambel, 3 ans de plus que Léon et soi-disant 3 ans de mort, l'air très vivant et très en contrôle. « Bonjour, petit frère, » dit Sam, sa voix portant le même mélange d'affection et de condescendance qu'il avait quand ils étaient des enfants. « Tu étais toujours trop têtu pour ton bien. » Léon se tenait dans l'embrasure de la porte, flanqué de 2 hommes armés qui l'ont escorté à l'intérieur après s'être rendu en échange de la sécurité de Kenny. Son fusil avait été pris, mais son esprit fonctionnait toujours, calculant toujours les angles et les opportunités. « Les funérailles, » dit tranquillement Léon. « Je t'ai enterré. » Il y a eu une cérémonie de drapeau. Sam sourit, l'expression n'atteignant pas ses yeux. Le renseignement militaire a ses avantages. Parfois, un homme doit mourir pour vivre librement. Et Kenny, la voix de Léon était à peine contrôlée. Qu'est-ce que c'était? Une sorte de réunion de famille malade? Dixie a parlé pour la première fois depuis Léon était entré. Sa voix défensive mais manquant de véritable conviction. Léon, tu dois comprendre. Tais-toi. Le commandement de Léon était si net que Dixie recula en arrière. Je ne te parle pas. Je parle à mon frère décédé qui a apparemment kidnappé mon fils. Sam se pencha en arrière sur sa chaise, étudiant Léon avec le regard analytique qu'il avait fait réussir dans le renseignement militaire. Kenny n'a jamais été réel. Il a été nourri, vêtu, diverti. Enfer, nous l'avons même laissé garder ses jouets. Ses jouets? La voix de Léon est rose. Vous voulez dire ce qu'il avait utilisé pour me laisser des messages? Ce qu'il avait l'habitude de me dire qu'il était vivant quand vous vouliez que tout le monde pense qu'il était mort. Le sourire de Sam s'élargit. Vous étiez toujours le plus intelligent de la famille. Oui, nous avons permis à Kenny de laisser ses messages. Nous voulions que vous les trouviez. Léon a senti les dernières pièces du puzzle en mettant en place. Et l'image qu'ils ont formée était plus horrible que tout ce qu'il avait. Imaginez. Tout ça, l'enlèvement, l'enquête me conduisant ici, c'était tout orchestré. Très bon. Sam se leva, se promenant dans le bureau pour faire face directement à son frère. Vous voyez, Léon, j'ai un problème. Plusieurs problèmes, en fait. J'ai dirigé certaines opérations à l'étranger qui nécessitent un financement et des ressources. Le type de financement provenant du développement immobilier sur des marchés croissants comme Pinridge, l'entreprise de construction de Léon, ses propriétés, son travail de toute sa vie. Vous auriez pu demander, a déclaré Léon. Sam rit. Puis-je? Le Léon Bell que je savais en grandissant n'aurait jamais volontairement remis son entreprise à son frère prétendument mort. Vous auriez voulu des explications, une implication, une surveillance. Cela n'allait pas fonctionner pour ma situation. Vous avez donc décidé de détruire ma famille à la place. J'ai décidé de vous motiver. La voix de Sam s'est endurcie. Vous voyez, je vous connais, Léon, mieux que quiconque. Vous n'êtes pas motivé par de l'argent ou des menaces ou un argument rationnel. Mais vous êtes motivé par la famille, en protégeant les personnes que vous aimez. Léon a regardé Kenny, qui regardait la conversation avec la confusion large d'un enfant essayant de comprendre la folie adulte.
Alors il regarda Dixie, qui regardait le sol, incapable de rencontrer ses yeux. Combien de temps? Lui demanda Léon. Depuis combien de temps travaillez-vous avec lui? La voix de Dixie était à peine audible. Depuis avant notre mariage. Les mots frappent Léon comme un coup physique. Tout son mariage, la naissance de son fils, la vie qu'il avait construite, tout cela avait été orchestré par son frère dans le cadre d'une manipulation à long terme. Dixie était censé vous convaincre de vendre l'entreprise. Sam a continué la conversation. Déplacé ailleurs. Recommencer. Mais vous étiez trop attaché à Pine Ridge, trop têtu sur votre succès ici. Nous avons donc dû essayer des méthodes plus agressives. Comme kidnapper mon fils, comme emprunter votre fils, Sam a corrigé temporairement, juste assez longtemps pour vous faire comprendre ce qui compte vraiment dans la vie. Léon regarda autour de la pièce en faisant l'inventaire. 2 gardes armés près de la porte, le shérif Clay debout près de la fenêtre, Dixie près du bureau, Sam au centre de tout cela, et Kenny, son fils de 6 ans qui avait été utilisé comme un pion dans un jeu. Léon commençait à seulement maintenant à comprendre. Il y a juste un problème avec votre plan, Sam, a dit tranquillement. Qu'est-ce que c'est? Le sourire de Léon était assez froid pour geler le sang. Vous avez oublié ce que j'ai appris en grandissant dans la même maison que vous. L'expression de Sam a changé, se méfiant. Léon, tu as oublié que je ne suis pas le même enfant effrayé qui avait l'habitude de cacher dans les placards quand papa est rentré ivre à la maison. Vous avez oublié que j'ai passé 20 ans à construire une entreprise qui m'a obligé à être plus difficile que quiconque, plus dur que quiconque, plus impitoyable que quiconque. Léon a fait un pas vers son frère, et les 2 gardes ont élevé leurs armes. Et vous avez vraiment oublié, Léon a poursuivi, la voix qui avait bercé le bâtiment est venue de l'extérieur. Signalé en laissant son chapeau sur le rebord de la fenêtre. Appris dans les combats de chantier de construction. Atteint son arme, mais le fusil de tireur d'élite de Tyler a mis fin à cette menace avec un tir par la fenêtre qui a laissé tomber le shérif corrompu en permanence. Dixie a crié et a atteint Kenny, mais Léon a attrapé son poignet dans une emprise qui laisserait des ecchymoses pendant des semaines. Non, dit-il, sa voix portant une promesse mortelle. N'ose pas toucher mon fils. Sam avait tiré sa propre arme, un pistolet militaire qu'il a pointé sur Léon avec une compétence professionnelle. Vous étiez toujours trop émotif, petit frère. C'est pourquoi vous n'auriez jamais réussi dans ma ligne de travail. Ma ligne de travail, a répondu Léon, construit des choses qui durent. Votre ligne de travail détruit les familles. Famille, ça Marie. Léon, tu ne comprends toujours pas. Il n'y avait jamais de famille. Il y avait juste vous, vos ressources et mon besoin pour les deux. Le coup de feu qui a mis fin à la vie de Sam Bell est venu d'une source inattendue. Kenny, seulement 6 ans, mais montrant déjà les instincts de survie qui couraient dans la lignée de la famille Bell, avait ramassé l'arme abandonnée du premier gardien et tiré avec le courage désespéré d'un enfant protégeant son père. Alors que Sam tombait, alors que les échos des coups de feu s'évanouissaient, alors que la voix de Tyler appelait tout clair de l'extérieur, Léon s'agenouilla à côté de son fils et tira le garçon dans ses bras. C'est fini, Kenny. Il chuchota il. Papa est là maintenant. C'est fini. Mais alors qu'il tenait son fils, Léon a regardé Dixie, qui se recroquevait contre le mur, comprenant finalement que sa tromperie élaborée s'était effondrée, et sa voix a tenu une promesse qui définirait le reste de leur vie. Pour certaines personnes, a-t-il dit, ses paroles se dirigeaient vers sa femme, mais son sens s'étendant à quiconque avait déjà trahi sa famille. Ça ne fait que commencer. Léon Bell avait appris que la famille ne parlait pas de certificat de sang ou de mariage ou de documents juridiques. La famille était une question de loyauté, de protection, de ne jamais abandonner les personnes qui dépendaient de vous. Kenny était une famille. Tout le monde n'était qu'un problème à résoudre. Épilogue. 6 mois plus tard, Pine Ridge avait un nouveau shérif, Tyler Mullen, dont les antécédents militaires et l'intégrité absolue ont fait lui le choix unanime du conseil municipal. L'ancien camp minier avait été converti en parc commémoratif pour les enfants disparus, financé par la vente de certains avoirs immobiliers qui étaient en quelque sorte disponibles à des prix très raisonnables. Dixie Bell avait complètement disparu, bien que des rumeurs aient persisté qu'elle avait été vue dans diverses villes du pays, regardant toujours par-dessus son épaule, bougeant toujours. Certaines personnes ont dit qu'elle se présentait à des enquêteurs fédéraux qui examinaient son rôle dans le complot. D'autres ont chuchoté qu'elle fuyait entièrement autre chose, du genre d'homme qui n'a jamais oublié une trahison et n'a jamais pardonné. Léon Bell a reconstruit son entreprise plus forte que jamais.
Mais il a également reconstruit sa vie autour du seul principe qui ne lui avait jamais échoué, protégeant les personnes qui ont gagné sa loyauté tout en veillant à ce que ceux qui trahissaient cette confiance aient payé un prix qui servirait de leçon aux autres. Kenny Bell a grandi en comprenant que le monde pourrait être dangereux, que les gens pourraient être cruels, mais qu'il y aurait toujours quelqu'un sur lui, quelqu'un qui déplacerait le ciel et la terre pour le garder en sécurité. Et dans les montagnes tranquilles autour de Pine Ridge, la famille Bell le nom portait une réputation qui a été parlée avec le respect des amis et chuchotée avec peur par quiconque assez stupide pour envisager de les traverser. Certaines leçons une fois apprises n'ont jamais été oubliées. Certaines dettes autrefois engagées n'ont jamais été pardonnées. Certains hommes une fois réveillés à leur vraie nature n'ont plus jamais été sous-estimés. C'est là que notre histoire touche à sa fin.